Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est un épisode assez spécial, on pourrait dire. C'est pas un épisode comme les autres, c'est vraiment pour détendre l'atmosphère. Je sais que c'est une saison un peu particulière. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou, bienvenue chez moi parce qu'on est en personne. Je pense que c'est la première fois que le balado il se fait in real life, comme qu'on dit. Oui, en fait, c'est vrai, c'est la première fois, donc c'est le bulletin GP on tour, exceptionnellement. C'est le bulletin GP on tour, donc je suis effectivement chez Jean-Sébastien. J'ai pas envie de dire où exactement, c'est secret, mais je suis chez un de nos collaborateurs, donc Jean-Sébastien, aujourd'hui, quel est le sujet? Le sujet, en fait, c'est un hors-série, puis c'est le premier d'une certaine série parce que mes parents déménagent, ils ont changé de maison, puis là, il y a le vide-grenier qui se fait, puis là, je récupère mes choses de Formule 1 un peu aussi parce que je les avais jamais toujours toutes récupérées. Et comme qu'on dit, j'ai une tonne de magazines de Formule 1 des années 90, fin des années 90, début des années 2000. Et là-dedans, il y a des pépites. Oui, il y a des Auto-Hebdo, oui, il y a des F1 Magazine, oui, il y a des Autosport, les classiques. Mais en révisant la boîte, et tu le vois devant moi, là, il y a un magazine qui est franchement sous le radar. Je l'avais oublié qu'il existait. J'ai fait mes recherches en ligne. Il n'y a à peu près rien là-dessus. Fait que, ce qu'on va essayer de regarder ensemble là, au cours aujourd'hui puis dans les prochains épisodes, c'est une rétrospective d'un magazine qui a pas nécessairement existé très longtemps. Je ne suis même pas sûr combien de temps il existait. Au moins 1 an, parce que j'ai la première année complète. J'ai peut-être une deuxième année dans une autre boîte, mais je ne suis pas tout à fait certain. Donc, ce que je propose de faire, Abdou, dans ces prochains épisodes hors série, il y en a peut-être 3, peut-être 4, c'est pas clair jusqu'à date, c'est qu'on va parler de magazines de Formule 1. Puis là, on va faire une grosse série de magazines. Enfin, on va faire un magazine en particulier sur quelques épisodes. Jaguar Racing. Oui, l'équipe de Formule 1 avait son magazine. Je te le montre devant toi ici, c'est le premier. Et puis, c'est un magazine qui est de 84 pages, qui est assez carré dans sa forme, assez gros. Il y a Johnny Herbert à l'avant-plan, il y a Eddie Irvine derrière. On nous les vend comme les 2 nouveaux grands pilotes de Formule 1, même si ça fait en Formule 1 depuis un moment, mais c'est des têtes d'affiche de l'équipe de Jaguar parce qu'il y a quand même un gros trend qui se déroule au début de l'année 2000 parce que Jaguar, c'est une nouvelle équipe de Formule 1. Donc, ce que je te propose, c'est au cours des prochains épisodes, on regarde le magazine. J'ai traduit les articles grâce à Google Translate. J'ai fait un petit peu d'ajustement pour m'assurer que les textes soient bons. J'ai quand même lu les textes en amont pour m'assurer de trouver les meilleurs. Il y a des textes qui sont très longs. Donc, je te fais une sélection après 2-3 papiers. Puis, on parle de l'histoire de la saison 2000 de Formule 1, puis aussi un peu plus de Jaguar. Moi, je m'occupe de Jaguar. Toi, tu t'occupes un peu plus de la Formule 1 de façon générale, mais on va faire vraiment un gros dig down. Là, on va vraiment approfondir le cas de Jaguar. Et on va parler aussi du magazine. Et c'est parfois un peu ridicule. Et tu sais, tu me l'as tellement teasé que j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte parce que, très honnêtement, je ne savais même pas que Jaguar avait leur propre magazine. Je pense que c'est même rare qu'il y ait des équipes de Formule 1 en elles-mêmes qui aient leur propre magazine de manière mensuelle, hebdomadaire. Je sais qu'il y a le Red Bulletin chez justement les successeurs de Jaguar, Red Bull Racing. Mais ça, c'est très unique. Et dans le contexte aussi que Jaguar a racheté Stewart Racing. Donc, c'est quand même gros, là. C'est Ford qui, disons, s'amène en Formule 1 comme constructeur, mais qui laisse la main à Jaguar. Ouais, c'est ça. Fait que plongeons dans le magazine, faisons un peu son histoire, puis faisons aussi l'histoire de la Formule 1 de la saison 2000, puis à partir de là, on va comprendre où est-ce qu'on s'en va. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, Jean-Sébastien, tu as donc le magazine Jaguar Racing que tu as présentement. Ça, c'est le tome 1. Oui, c'est le premier numéro. Donc, Jaguar Racing, la une, je vous la décris. On a, comme je vous ai dit, Johnny Herbert dans une parka, parce qu'on reconnaît le capuchon un peu poilu. On a Eddie Irvine avec ses éternelles lunettes de soleil en arrière-plan dans un manteau noir, une redingote noire. Le titre du magazine, c'est Ready to War, prêt à rugir. Johnny and Eddie gear up for Jaguar F1 Assault. Donc, on voit les jeux de mots, là, gear, donc vitesse.
On a aussi un texte sur un texte introduisant le magazine. On a on qu'on va nous parler des États-Unis, notamment avec son retour en Formule 1. Puis on nous dit qu'on va faire un texte sur l'Australie, notamment. Donc, c'est un magazine de 84 pages. Le magazine, il est fait par une compagnie anglaise qui existe encore aujourd'hui. C'est une entreprise de presse qui s'appelle Haymarket Magazine Limited. Je le sais parce que ici, la section où on voit un peu l'équivalent d'un générique d'un magazine, d'un journal, s'appelle un ours. Et en bas, on a toutes les informations. Donc, Jaguar a sous-contracté la création d'un magazine auprès de Jaguar. Puis quand j'ai sous-contracté, c'est une entreprise qui fait énormément de magazines sur différents sujets. La présentation est quelconque. Il y a certaines pages qui sont quand même bien faites. Il y a d'autres pages qui, je trouve, sont une catastrophe. Il y a des articles qui sont très mal écrits. C'est assez variable. Et il y a des sections qui sont franchement vieillottes, là. Donc, au fil des pages, je pourrais décrire certaines pages, à quoi elles ressemblent. Et on reviendra de faire que c'est pas la chose la plus extraordinaire. Mais il y a quand même des auteurs dans le magazine qui sont assez connus, notamment, là, si je vais juste un peu plus loin, là, Adam Cooper. Ah, oui. Célèbre journaliste de Formule 1. Ben, Adam Cooper écrit dans tous les numéros. C'est lui, généralement, qui fait un des grands features du magazine. Donc, ça se voit un peu plus, mais là, on recule il y a 25 ans, donc il n'y a pas nécessairement la même expérience qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Ça peut paraître parfois, mais je pense que c'est correct parce que est-ce que c'est un vrai magazine d'information? Non, parce que ça appartient à une entreprise qui fait la promotion de son propre produit. Ouais. Donc, on est à mi-chemin entre le fanzine, donc le magazine pour fans, le produit de promotion payant. Donc, on est entre du journalisme de communication, du journalisme d'entreprise. On est en plusieurs courants qui, il y a 25 ans, faisaient pas nécessairement une image correcte du journalisme. Aujourd'hui, est quelque chose de beaucoup plus accepté. Donc, c'est un ovni à l'époque quand même. Et le prix de vente à l'époque, si je prends le numéro 2, est-ce que j'ai le prix? Au UK, au Royaume-Uni, c'est à 3 livres sterling. Au Canada, c'est à 8,95. Il y a 24 ans, 8,95 pour un magazine. Et juste dire, ces magazines-là, je les ai vus en vente sur Amazon. C'est à peu près la seule information que j'arrive à trouver. Il y a des gens qui les collectionnent. Et en très bon état, c'est 22 US. Les livres ne sont pas en aussi bon état, je dois dire. Ils ont pris un peu d'âge. Certains numéros le sont plus que d'autres. Le 1, tu vois, est un petit peu... il manque un petit peu de couleur ici sur certains coins. On voit qu'il y a un petit peu d'usure, là, mais ils sont vraiment en bon état, mais ils valent pas 22 US, mais c'est des gens qui mettent ça sur leur profil en vente. Donc, je sais pas si c'est vraiment ce prix-là. Donc, c'est à peu près l'idée qu'on a du magazine. Les unes sont toujours très... on joue sur le noir et le gris. Là. Je te cache le numéro 3. Parce que, juste dire aux auditeurs, j'en ai parlé avec Abdou avant, puis le numéro 3, la couverture est bizarre. OK. Alors que la couverture du numéro 4, c'est le Stargazer, c'est sur Paul Newman. Il est magnifique, franchement. Là. Oui. Quand on diffusera le numéro 4, on mettra une photo du magazine en ligne. Là. Super portrait de Paul Newman. Et on a uniquement gardé ses yeux bleus. Oui. Il faut dire que les unes de Jaguar Magazine sont plutôt belles, là. À l'exception peut-être le numéro... Oh non, faut que je te cache le numéro. T'as rien vu. Super. Donc, on repassera parce que Abdou a un petit peu vu le numéro 3. Là, donc, heureusement, il n'a pas reconnu qui c'était. Enfin, j'espère. L'as-tu reconnu? Non? Good. OK. Alors, plongeons dans le magazine. Tournons un peu les pages. Regardons, on voit de quoi. Let's go. Donc, on a une publicité évidente pour Jaguar. Ah oui. Que serait un magazine de Jaguar sans une pub de Jaguar? Pour la Jaguar. C'est pas la Jaguar Type, donc très bien. Ensuite, on a l'index, super. On a le texte de l'éditeur. On a toujours le texte de l'éditeur. Puis ensuite, on a toujours une page qui consacre un peu à l'histoire de l'équipe, aux actualités courantes d'un point de vue plus personnel. Ici, c'est une entrevue avec Sir Jackie Stewart, oui. Le texte de l'éditeur et le texte sur l'interview sur Jackie Stewart, je les ai traduits, on va revenir. On a ensuite le premier test, la première séance d'essai privé de Jaguar. Ça aussi, normalement, je t'ai préparé le texte. Il y a quand même de belles photos ici. Là. Oui. Ici, on a une photo qui est sur les 2 pages, qui tient sur presque les 2 pages. Il y a une colonne à gauche qui est gardée. Le magazine a à peu près 6 colonnes. Je dirais qu'on regarde la construction ici. Et on a la Jaguar qui prend le coin inférieur droit de la page de droite et tout le reste, c'est le ciel bleu de Silverstone. Après, on tombe dans une section qui ressemble davantage à un journal par la construction très petites images, des colonnes assez courtes, des textes courts, une police d'écriture différente notamment.
Et on utilise le jaguar-racing.com pour nous parler que venez voir les informations sur notre site internet. Donc, on comprend bien qu'on n'est plus dans un effet magazine, mais plus dans un effet d'actualité courante. On nous présente qui seront les rivaux de la saison, le calendrier 2000 qui commence à Melbourne le 12 mars et qui finissait le 22 octobre à Kuala Lumpur. Donc, assez tôt quand même comme saison. On nous présente quelques autres choses. On nous fait une promotion pour voir le site web. Une double entrevue ou une entrevue croisée entre les deux pilotes parce que c'est la une. Je l'ai pas gardée. C'est pas très intéressant, on va se dire. Et c'est très mal monté. Tu vois ici, par exemple, l'entrevue commence, c'est à peu près la même photo, mais en couleur. Donc, on arrive à mieux voir les garçons. On a une page complète où il n'y a pas de texte, c'est vraiment juste eux. Donc, on pourrait la découper pour la garder en souvenir. C'était souvent comme ça que ça marchait. Ouais. Le journal de l'équipe à l'époque, lorsqu'il était en format berlinois, donc le grand format pliable, un peu comme la presse, là, le journal, on découpait les photos pour se les garder sur les murs. C'est un peu plus comme ça que ça fonctionnait. Ouais. Mais comme on voit ici, le texte, oui, il fonctionne bien parce que c'est double vision. Oui, il y a une double vue. Ça a fait une référence à une chanson. Donc, toute la construction de magazine. Mais après, il y a beaucoup de zones blanches ici, par exemple. Je prends les deux pages suivantes de la construction du magazine. On voit Johnny Herbert qui s'habille. Soit. Il met sa combinaison thermofuge. On a un grand espace blanc en plein milieu avec une citation de Eddie et de Johnny. Puis après, on a toute l'entrevue qui se déroule en bas. Donc, on a un changement de couleur, savoir qui parle avec les questions. Il y a un peu trop de zones blancs. Ça fait début des années 2000 comme magazine. Ça fait un peu vieux. Encore une fois, on tourne la page après. Superbe photo d'Eddie Irvine. Un peu trop de blanc après sur la page à droite où on utilise uniquement le tiers bas de la page pour l'entrevue. Une grosse citation qui prend le reste et le cadré en haut et un peu sur la droite qui reste blanc. Donc, pas super intéressant. On a le même phénomène à la page suivante, mais en inversant les pages où le texte est à gauche sur la page de gauche et la photo de Johnny est à droite. Belle photo, je dois dire, quand même, en sépia. Et puis, après, on a encore la promotion pour s'abonner. On nous parle du F-Type, qui est une voiture concept car, extrêmement rétro et moderne. Entrevue, portrait avec Gary Anderson sur son travail, Nice. qui est plutôt intéressant. Et là, on arrive à la construction de la voiture. Et là, je trouve que c'est du kitsch au possible dans la construction de magazine. Ah, je trouve que c'est mal fait parce que là, on nous colle 4, 6, 8 pages de petites photos de 2 pouces et demi par 4 pouces, à peu près de largeur. Là. Donc, on parle de très petites photos. Photos un peu photomaton là, lorsqu'on va se faire prendre en photo par la machine. Et on nous fait la promotion. On nous fait une espèce de photo-reportage du lancement de la Jaguar. Mais comme tu peux voir ici sur cette page-là, la page 51, il y a le lancement officiel, mais combien de photos on a des pilotes assis sur la voiture? Oh boy. Il y a à peu près 16 photos sur la page. Il y en a au moins 12 où est-ce qu'ils sont assis. Ben là, c'est pas c'est intéressant. Trop, c'est ça. C'est pas vraiment intéressant. On a plus de 3 photos de Jackie Stewart sur le podium au lutrin en train de faire son speech. Les célébrités, etc., etc. Écoute, je suis désolé de t'interrompre. Je viens de voir la voiture groupe C de la Jaguar Silk Cut. J'adore. Il y a un texte dans un des autres magazines que j'ai pas traduit, mais que j'inviterai si vous êtes capable de mettre la main sur les magazines. La voiture de proto de Jaguar, c'est quelque chose. Et à chaque numéro aussi, ça c'est une tendance qui revient. Tout ce que j'ai décrit, c'est à peu près ça. Là. Il y a toujours une entrevue soit avec les pilotes ou avec des gens proches. Côté mécanique aussi, on a un profil d'un circuit ou des essais qui se déroulent. Profil du circuit, c'est celui de l'Albert Park. Un peu intéressant parce que ici, je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Parce qu'avant 2000, évidemment, il n'y a pas vraiment d'Internet. Mm-hmm. Et là, on voit le circuit de Melbourne Park sans la Formule 1. Et ça, c'est très intéressant parce que... On le voyait jamais. Même aujourd'hui, on pense pas à quoi ça ressemble le circuit de l'Albert Park sans la Formule 1. C'est comme le circuit Gilles Villeneuve. On le sait à quoi ça ressemble parce qu'on vit pas loin. Ouais. Mais quand on est à 16 000 km, on pense pas que là où les voitures roulent, les voitures de série de tous les jours peuvent aussi y aller. Donc, c'est intéressant à voir. Donc ici, on a par exemple la ligne droite arrière. Sur la page 62-63, on est à bord, ça roule à gauche parce qu'évidemment, il roule à gauche. Et on reconnaît le circuit. On imagine les fans à droite. On voit
le lac à droite, on voit les fans peuvent être assis à gauche par rapport au point de vue qu'on a, la vue embarquée. On a le lac à droite, puis on reconnaît le circuit, mais c'est juste que tout est enchaîné pour bien sécuriser, pour délimiter la route du parc. Donc, c'est tellement magnifique. C'est assez particulier. On voit aussi la construction pendant le Grand Prix. Puis à la fin, on a une entrevue. On retourne à l'usine. On fait des entrevues avec l'usine, montrer comment ça fonctionne. Donc là, ici, on a une espèce de portrait avec Paul Stewart sur son rôle. C'est davantage des photos. Encore une fois, en sépia. Un peu de remplissage. Et à la fin, on termine le magazine avec un portrait. Quelqu'un qui écrit un texte sur quelqu'un par rapport à Jaguar. Donc ici, c'est John Watson qui écrit un texte sur Eddie Irvine. Ah, ça, c'est cute. C'est ça que ressemble le numéro 1 du magazine. Ce que je te propose, Abdou, c'est que présente-toi un peu la saison 2000, au début, où est-ce qu'on en est. Et puis après, je vais basculer dans le texte, puis je vais te lire les 3 textes que j'ai retenus, puis on peut le commenter, puis y revenir pendant la suite du balado. Alors, on est en 2000. Mika Häkkinen vient de remporter le 2e et malheureusement son dernier titre en Formule 1. Michael Schumacher va se trouver un nouveau coéquipier parce que il y a quand même quelque chose, c'est que Eddie Irvine, qui était le vice-champion, a quitté Ferrari pour aller justement chez Jaguar, alors que Johnny Herbert, lui, est resté avec, en fait, a fait le switch de Stewart à Jaguar. Et Herbert, en plus, en 99, avait remporté ce Grand Prix d'Europe de 99 assez fou, ma foi. En plus de ça, vous avez aussi des nouveaux pilotes qui arrivent, comme par exemple, je vais vous donner la liste, vous allez en reconnaître un certain Jenson Button chez Williams qui arrive avec plein d'ambition. Et d'ailleurs, ça s'est joué entre lui et Bruno Junqueira. Oh, wow! Oui. Donc, oui. Et évidemment, Bruno Junqueira qu'on connaît pour son passage dans la série Champ Car / série Kart. Mais effectivement, Jenson Button est arrivé dans le portrait. Damon Hill, lui, a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison 99. Il en avait assez. Dans les nouvelles, dans les changements moins importants, t'as Tora Takagi qui a quitté la Formule 1 pour aller disputer la Formule Nippon, qui est maintenant la Super Formula. Et je ne sais pas si tu le connais, Jean-Sébastien, mais c'est lui qui a remplacé Tora Takagi chez Howells. Il s'appelle Jos Verstappen. Je ne sais pas si tu le connais. Vaguement. Tora Takagi, là, complètement oublié. Lui est Shinji Nakano. Hey. Et justement... Ma recherche Google me propose justement Shinji Nakano. Je pense que Google y a un peu trop dans mes pensées, là. Et t'as Minardi qui change de couleur. Je ne sais pas si tu te souviens de la fameuse Minardi jaune fluo de Telefonica avec Marc René et Gaston Mazzacane, qui encore aujourd'hui est le dernier pilote argentin à avoir roulé en Formule 1. Mais c'était une voiture qui n'était pas difficile à manquer. Donc, c'est pas mal ça, en fait. Juste savoir qui était le coéquipier de Marc René, parce que dans la section de l'actualité du magazine, on nous fait le portrait de l'ensemble des pilotes pour nous dire à peu près à quoi s'attendre des différents pilotes. Et pour Minardi, on nous dit potentiellement pas assez prêt pour la saison 1999. Le pilote espagnol avait comme plus grand qualité son sponsor Telefonica, vital pour de l'argent de Minardi. Alors que nous allons sous presse, l'identification du second pilote était à être annoncée. Alors, ils ont annoncé Gaston Mazzacane. C'est Mazzacane. Oh, ça, c'était mauvais, ça. Aïe. Jaguar arrive en Formule 1, mais il y a un autre constructeur qui arrive plutôt comme motoriste, BMW, avec Williams. Et évidemment, ça a été... Dieu merci, parce que avec le départ de Renault à la fin de l'année 97 comme motoriste principal, Williams avait les moteurs SuperTech et Mecachrome.
Alors, c'est ça. Puis Jacques Villeneuve a entamé aussi sa deuxième saison avec BAR. Comme vous allez le voir un peu plus tard, c'était beaucoup mieux que 99. Beaucoup mieux. C'est pas difficile. Ah oui, écoute, quand tu passes de plusieurs points de 0 à plusieurs points avec quelques quatrièmes places entre-temps, là, ça se fait bien. Celui qui a remplacé Eddie Irvine, c'est Rubens Barrichello. Donc, un genre d'échange de pilote au final. Oui, parce qu'il était pilote chez Stewart. Donc, c'était un échange de pilote. C'était pas mal ça, le côté pilote. Et le calendrier 2000, j'allais dire 2024, 2000, il y a un seul changement, mais celui-là, il est majeur. C'est l'arrivée du Grand Prix le retour du Grand Prix des États-Unis après 9 ans d'absence sur un circuit que tout le monde connaît, l'Indianapolis Motor Speedway, et non pas sur l'anneau de vitesse, mais sur une version routière du circuit, évidemment en utilisant une bonne partie de l'ovale. Donc, je crois qu'on a fait le tour, Jean-Sébastien. Oui, ben dans ce cas-là, si t'es prêt, on va y aller, puis on va commencer à parler des articles. Oui! Super. Alors, pour commencer, comme je t'ai dit, on va voir le texte d'introduction de l'éditeur pour moi se faire une idée à quoi peut ressembler le magazine, comment il va essayer de nous le vendre, une idée éditoriale du contenu qui est à venir, même si je vous l'ai déjà un peu décrit, mais là, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet. Un grand saut, et ici, c'est le rédacteur en chef qui écrit, c'est Derek Harbinson. Je n'ai aucune idée qui est ce garçon, j'ai pas trouvé d'autres informations. L'entrée de Jaguar en Formule 1 permet à l'une des plus grandes marques automobiles mondiales de prendre la place qui lui revient au zénith du sport automobile. Le cirque de la Formule 1 est véritablement le sport le plus important au monde et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La saison se lit comme une liste de lieux d'un film de James Bond. De l'Australie à la Malaisie, en passant par Monaco, la Grande-Bretagne, l'Italie et les États-Unis, entre autres. Ici, au magazine Jaguar Racing, nous rendrons compte tous les 2 mois de chaque avion, de chaque piste, de chaque yacht et de chaque test. De chaque yacht. Hey, on sent le budget, on sent que c'est... on s'adresse à la classe à la classe middle-up supérieure britannique. Hein? Nous aurons un accès exclusif aux pilotes Eddie Irvine et Johnny Herbert, ainsi qu'à l'histoire depuis l'intérieur de tout ce qui se passe tout au long de l'année. Et en revoyant qu'est-ce qui se passe pendant l'année 2000, il y a beaucoup de choses à dire ou à essayer de ne pas dire parce que c'est pas une saison folichonne. Du moins du côté de Jaguar. C'est ça. Nous ne passerons pas non plus tout notre temps sur la piste. Après tout, il y a bien plus dans la vie que la course automobile. C'est que simplement un week-end de Grand Prix est le meilleur endroit sur Terre pour découvrir d'autres choses. Intéressante idée. Oui. Vous serez si près que vous pourrez déguster le champagne. OK, là ça fait là ça fait vraiment une classe un peu haute. Par contre, quand on connaît les résultats de Jaguar pour la saison 2000, le champagne, ouf. Et le plus proche en réalité qu'ils vont avoir comme champagne, je pense c'est du ginger ale. Si je peux me permettre, pour faire un saut 2 ans plus tard, Eddie Irvine a obtenu 2 podiums en 2002 à Monaco et en Italie. Donc, ça a pris du temps avant d'avoir le goût de champagne. Ouais, c'est assez difficile. Donc, ça donne une idée au moins où est-ce qu'ils veulent aller. On sent que c'est très anglais comme magazine. On parle de yacht quand même, là. C'est pas tout le monde. Il y a une idée, encore une fois, que la Formule 1 est au-dessus de tout, c'est riche. On est loin de la Formule 1 sur Liberty Media, où est-ce qu'on nous vend la Formule 1 comme étant proche. Tout le contraire, on est très distant. Donc, c'est assez intéressant à voir. Et parfois, il y a des articles qui se démarquent en voulant essayer d'être plus terre à terre, mais ils font chou blanc en réalité parce qu'ils sont assez peu intéressants. Dans le 2e numéro, il y a un texte sur Johnny Herbert qui s'appelle www.johnny.net, où est-ce qu'on nous parle de son amour pour l'informatique. OK. L'autre texte, c'est tout de suite ce qui suit sur la page de droite avec le texte de l'éditeur et l'ours, comme je disais, là, le générique. On a cette colonne-là qui est toujours réservée, qui est une espèce de tribune que certaines personnes vont écrire. À un moment donné, Johnny va écrire un texte, Eddie va écrire un texte, Johnny va en écrire un autre pour annoncer sa retraite parce que, pour le dire, Johnny prend sa retraite à la fin de l'année 2000.
Et ici, au lieu que ça soit une tribune où c'est Jackie Stewart qui écrit un texte, ou enfin on réécrit un texte pour lui à partir de notes sans doute qu'on a fait, que la personne a donné, c'est une entrevue. Donc, on a une petite entrevue qui tient sur une page, mais dans un petit caractère. Donc, le texte est assez long. Ça s'intitule Stewart sur Jaguar, donc Stewart on Jaguar en anglais. Et c'est une entrevue question-réponse. Donc, on a vraiment la question, puis comme ça, on avait un verbatim. Lors du lancement de la Jaguar R1 en janvier, le plus important de l'histoire de la Formule 1, les Spice Girls avant avec McLaren peut-être, je sais pas. Ouais, surtout ça en fait. Donc, Jackie Stewart a annoncé sa démission de ses fonctions de président et directeur général de Jaguar Racing, donc président et CEO. Là. Mais nous ne voulions pas faire ce magazine sans lui. D'ailleurs, il sera toujours là, apportant toute une expérience au projet visant à amener Jaguar Racing au sommet de la F1. À la question « Pourquoi avez-vous quitté le poste de PDG ?» il nous répond « J'ai eu 60 ans en juin et j'ai alors décidé de ne pas rester PDG à long terme. J'ai envisagé la situation de président, mais contrairement à d'autres entreprises où un président non exécutif peut faire du bon travail, dans mon cas particulier, je ne pensais pas que cela fonctionnerait pour moi, parce que la F1 est une affaire très pratique, mais je serai toujours impliqué. Que pensez-vous de Neil Wrestler qui reprend votre rôle? » Il répond « Je pense que Neil est l'homme idéal. Être président de Cosworth ainsi que de Jaguar Racing est tout à fait logique. Mais c'est avant tout un très bon technicien. Personne ne va se tromper du côté de l'ingénierie. Je pense que c'est un atout important. » Question suivante. Quelles sont vos premières impressions sur la nouvelle recrue Eddie Irvine? Je pense qu'Eddie a atteint sa majorité en quittant Ferrari et en sortant de l'ombre de Michael Schumacher. L'accident de Schumacher a créé cette opportunité. Il était capable de se relever et de performer à un niveau qui, je pense, aurait pu même surprendre Eddie lui-même. C'est vrai parce qu'il a presque été un vrai prétendant au titre cette année-là, l'année précédente. Sans même qu'il le sache aussi. Là. Oui, exact. Ferrari est une équipe avec laquelle il est très difficile de travailler. C'est encore un fait aujourd'hui. Et je pense que la frustration d'Eddie en particulier au cours de la dernière année a été intense. Je pense que nous pouvons lui fournir la voiture et le renfort pour lui permettre de briller par lui-même plutôt que d'être dans l'ombre d'un autre homme. Mais il doit être considérablement en meilleure forme dans les semaines à venir. Il a bien hiverné, disons. Tout un tas quand même. On est en train de dire qu'il n'a rien fait pendant l'hiver ou presque, là. Quand il dit rien faire, est-ce que c'est-à-dire aller faire le party pour ceux qui connaissent le personnage d'Eddie? ou acheter des condominiums. Aussi! Parce qu'on sait que c'est un propriétaire foncier. Mais nous l'avons donc confié à un entraîneur de haut niveau qui sera considérablement plus exigeant en matière de conditionnement physique qu'il n'a probablement jamais été habitué au cours de sa carrière jusqu'à présent. Hey, ça rentre dedans là quand même. Et surtout, quand tu quittes Ferrari qui est plus exigeant que Jaguar, on s'entend là. Oui, c'est ça. Question suivante. Et Johnny? Johnny a eu une nouvelle vie. Il y a eu certaines courses en 1998 où il y avait un peu de mal avec son équipe précédente. Il était chez... Il a été chez Benetton, ensuite... Oui, avec Schumacher. Avec Schumacher, ensuite, je crois, je pense qu'il est passé avec Sauber. Sauber, oui, c'est ça. Oui. Ouais. En 1999, au début, il trouvait sa voie chez nous. Et cela n'a pas bien fonctionné car nous avons eu beaucoup de pannes mécaniques dues au manque d'essais que nous n'avons pu faire en début de saison à cause de pénurie de moteurs et ainsi de suite. Nous n'avons effectué aucun test de durabilité. Cela ne lui a donc pas vraiment donné un bon départ. Mais la deuxième partie de la saison, j'ai trouvé qu'il avait bien piloté. Très bien piloté même. Je pense qu'il a fait du très bon travail et cette année, ses essais ont été très solides et très rapides. Son seul véritable problème est qu'il semble parfois piloter considérablement mieux lors des essais qu'en qualification, parfois même mieux en course qu'en qualification. Et j'espère qu'il a surmonté ce facteur de pression. C'est incroyablement intense lors de cette séance d'1 heure de 13h à 14h un samedi après-midi. Ah, la belle époque où la Formule 1, la qualif se déroule entre 7 et 8 sur l'heure à l'heure du Québec. Ouais. Contrairement à 9 et 10 maintenant qui me fait perdre 2 heures dans ma journée. Cela va être une bataille très serrée entre nos deux pilotes pour établir, disons, le leadership, si vous voulez, au sein de l'équipe. Les deux hommes voudront y parvenir, mais c'est bien, c'est sain. Je voudrais juste ajouter un commentaire. Oui, il a taclé sur Eddie Irvine, mais il tacle quand même assez sévère sur Johnny Herbert. Aujourd'hui, là, on dit pas ça des pilotes, là. Jamais on va dire « Ah, il est quand même... » en essai privé ou en essai, puis il est pas mal meilleur qu'en qualification ou en course quand même. Ça se fait pas vraiment aujourd'hui, ça. Je crois que Gunther Steiner aurait été le genre à tacler un peu plus politiquement correct, mais il l'aurait taclé à sa manière.
Je pense qu'il est quand même assez corporate pour pas aller là jusqu'à quand même. Mais ça, je trouve ça quand même assez direct. Fait que, comme je disais tout à l'heure, oui, on est quelque part entre le fanzine et sans doute le magazine de promotion, mais on nous dit quand même des choses qui sont quand même assez direct là. C'est assez franc là, comme réponse. Quelle popularité attendez-vous de Jaguar Racing lors du Grand Prix de Grande-Bretagne? Je sais pas si on a le temps, mais probablement dans le prochain épisode. Mais faut dire qu'à la Grande-Bretagne, où ça arrive tôt dans la saison en Oui. 2000. C'est quoi? C'est la 4e ou 5e course de la saison? C'est en avril? En avril, de tous les moments, c'est rare d'avoir un Grand Prix de Grande-Bretagne en avril. Et je pense, Bonnie disait que c'était la FIA qui a demandé à ce que le Grand Prix de Grande-Bretagne soit déplacé en avril, alors que lui, il voulait que ce soit la France qui soit tôt dans la saison. Bon, ben voilà. J'apprends quelque chose. Donc, à la question justement sur la popularité du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il a fallu à Ferrari de très nombreuses années pour accumuler l'immense public, les drapeaux, les chapeaux, la mer de rouge que l'on voit dans les tribunes des Grands Prix. Et ils l'ont fait en remportant énormément de Grands Prix sur une période de 51 ans. Mais je pense qu'il a une très bonne opportunité pour Jaguar de devenir presque l'équipe nationale britannique. Et je pense que c'est une chose extrêmement importante pour notre équipe de ressentir ce genre de soutien. Mais tout aussi important, je pense que nous devons prouver au grand public et à tout le monde. Et comment allez-vous passer votre temps libre? Eh bien, je ne travaillerai plus 19 heures par jour, mais je continuerai à travailler. Je travaillerai probablement très dur selon les normes de la plupart des gens. Déjà, je prends déjà pour un autre, je trouve, ici. Mais oui, j'espère jouer au golf, surtout avec ma femme Hélène. Je dois dire que mon handicap au golf est allé très loin. Ou enfin, il est allé très haut, c'est une mauvaise traduction. Il doit être environ de 16 en ce moment. Alors, Hélène adore le golf et nous n'avons pas passé autant de temps ensemble que nous aurions souhaité. Simplement à cause de la pression créée par l'équipe de course. Mais je ne pense pas que je serai un jour totalement à la retraite. True that, parce qu'à 84 ans, il fait encore le tour du monde pour une montre de luxe. Et je veux avant tout voir cette équipe réussir et je veux jouer un rôle dans ce succès. Ouais, et au moins, et surtout avec Stewart Racing, avec son fils Paul, au moins, il y a eu des podiums grâce à de Rubens Barrichello, mais le point culminant dans l'époque Stewart Racing, ben, c'était la victoire de Johnny au Grand Prix d'Europe 99, un Grand Prix qui était complètement fou et personnellement, un de mes Grands Prix préférés, sinon mon Grand Prix préféré parce que c'était wild as hell. Donc, mais ouais, je suis assez surpris d'apprendre que ce Jackie n'avait pas la même morte quand il fallait parler de Eddie Irvine et Johnny Herbert, puis pourtant, ce sont deux pilotes expérimentés. Oui, parce que Johnny Herbert, pendant la saison, va célébrer, je l'ai lu, je m'en suis rappelé en voyant le magazine, dans le feuilleton, en le préparant. Il passe le cap des 150 Grands Prix, ce qui est à l'époque quand même un bon niveau, là. Atteindre 150 Grands Prix, le record, c'était toujours à 256 avec de Cesare. Riccardo Patrese. Oui. Donc, puis ça, c'était comme un peu le niveau inatteignable. On voyait personne faire 16 ans de Formule 1 faire ça. Donc, on se dit, du moment que tu passes 100 Grands Prix, c'est un certain niveau, c'est acceptable parce qu'on arrivait beaucoup plus tard en Formule 1. Ouais. 150, franchement, on avait fait le tour du jardin puis on pouvait dire que malgré tout, on avait connu une bonne carrière. Exactement. Puis Johnny avait quand même 3-4 victoires en poche. Ouais, 3-4 victoires, plusieurs podiums. Donc, il y a quand même quand il quitte la Formule 1 au terme de l'année 2000, ou même quand il arrive chez Jaguar en 2000, enfin quand l'équipe se transforme en Jaguar, il arrive là comme c'est clairement un vétéran. On le voit quand même en début de fin de carrière parce qu'il est quand même une trentaine avancée. Donc, on sait bien qu'il en reste beaucoup moins que ce qu'il a déjà fait. On sait très bien que la fin approche tranquillement, mais quand exactement, c'est pas clair. Exact. Donc là, maintenant, ce que je te propose, Abdou, c'est que je vais reprendre le contrôle du micro, je vais le tenir dans ma main parce que je vais passer au deuxième article qui est le texte de fond du magazine sur les séances d'essais privés de Jaguar en janvier à Silverstone. Il est 3 fois plus long que tout ce que j'ai déjà lu jusqu'à date. Donc, on y est doucement et puis après, je te propose de finir le balado là. Oui. Puis on fera un deuxième numéro qui sera publié plus tard. Donc, on fera le deuxième numéro sur Jaguar.
Le texte s'appelle un test de caractère. Encore une fois, le test en raison des tests d'essai privés. Tu sais. Ouais. Le lancement est complété maintenant. Le dur travail commence. La R1 prend la route à Silverstone. Aujourd'hui, c'est officiel. Silverstone est l'endroit où le soleil ne brille pas. No shit, Sherlock. Ou pour être tout à fait précis, la ligne droite et la voie des stands restent résolument dans l'ombre et la température ambiante peine à remonter au-dessus du point de congélation. Tout cela signifie que l'asphalte, habituellement difficilement exempt de débris, est parsemé de morceaux de la glace de la taille d'une balle de cricket, Oh! so English, tandis que le tablier du stand a récemment acquis le type de résistance au frottement bien mieux adapté à un snowboard qu'à un grand jaguar. Donc, on essaie de nous faire passer la jaguar pour un animal, là, donc... Voilà. Subtil. Premier fait, il est juste de dire que la Formule 1 et la glace sont incompatibles. Deuxième fait, la Formule 1 et l'hiver anglais partagent une relation similaire à celle d'une Spice Girls et des tabloïds. Oui, on est dans la presse anglaise. Parfois, ils travaillent bien ensemble, mais il y aura toujours un courant sous-jacent d'esprit sanglant spontané. Hey, ça tire à boulet rouge sur les Spice Girls, toi? Yo, c'est quoi? Écoute, ça va être full circle, hein, parce que quand on sait que Jaguar devient éventuellement Red Bull, puis que le patron de Red Bull sort avec une des Spice Girls, il y a comme... Voilà, c'est ça. C'est full circle. Troisième fait, hier, Silverstone est enveloppé de brouillard. C'est pourquoi les équipes de Formule 1 font débat lors de la hors-saison sur les circuits espagnols. Le temps, il est prévisible et surtout chaud. Sauf en 2018. C'est vrai. Cependant, il y a 3 jours, même Barcelone est enneigé. T'es allé trop vite! En ce qui concerne les équipes de course, la chaleur est bonne pour les pneus, les moteurs et permet aux pilotes de profiter des accords lucratifs conclus avec les fabricants de lunettes soleil sans se sentir du tout gênés. En réalité, Jaguar Racing est présent à Silverstone aujourd'hui uniquement parce qu'il se rendra à Barcelone la semaine prochaine. Il s'agit donc d'un test de système. Vérification et révision, système d'huile moteur, débogage du nouveau système de direction assistée, évaluer les systèmes en secret, etc. Maintenant, Johnny veut s'assurer que la voiture fonctionne aussi bien qu'au lancement 4 jours auparavant lors du shakedown, visiblement. Ça doit être ça ici qu'on veut nous dire. Il est préférable d'effectuer tous ces travaux à 1 heure de trajet en camion de la base de l'équipe Hamilton Keynes plutôt qu'en Espagne où des problèmes mineurs entravera sérieusement les progrès. Des problèmes mineurs qui entravera sérieusement les progrès. Ça me semble être une contradiction ici, mais Ouais. enfin. Citation. Seule une bande de bitume de 50 mètres est gelée, déclare Herbert, dans sa petite parka grise anthracite. Le reste de la piste va bien. Et Barr, British American Racing, merci de nous le préciser ici dans l'article, semble impatient de sortir et de travailler, dit-il à Andy Miller, directeur de course et des opérations de Jaguar Racing, parce que oui, Barr est là-bas aussi, aux mêmes essais. Son rival Barr souhaite tester une nouvelle voiture avant de l'expédier en Afrique du Sud pour un essai prolongé la semaine prochaine. Ah ben tu vois, la Formule 1 a été acquis à l'ami avant même le retour d'un Grand Prix. Voilà. Là-bas. Le circuit n'est même pas ouvert pour le moment, sourit Miller avec l'air d'un père expliquant pourquoi les cadeaux de Noël ne peuvent pas être déballés immédiatement. OK, il y a d'esprit, c'est du magazine, c'est correct. Les équipes de Formule 1 ne sont pas programmées pour traîner. Chacun des 35 membres du personnel d'essai de Jaguar Racing a quelque chose à faire et le fait avec un professionnalisme stoïque. À l'extrémité de la voie des stands, Jordan Grand Prix évolue sur le rythme de Radio One. Oui, ils écoutent la radio privée. Oh. Jaguar Racing travaille en silence, les voitures en morceaux, déshabillées, sans ondes dans leur nudité high-tech. Andy Miller comprend les réalités des tests. Il nous dit « Nous sommes limités par l'approvisionnement en pneus de Bridgestone, dit-il. Ils disent qu'ils prendront en charge 50 jours d'essai sur circuit. 50 jours d'essai sur circuit. Il y en a 8, il y en a 6 aujourd'hui. Écoute, Les tons ont changé, s'il vous plaît. Ensuite, vous avez des trucs plus en ligne droite et des shakedowns en plus. Est-ce que 50 jours suffisent? Ce n'est jamais assez, dit catégoriquement Miller. Si c'est contrôlé que tout le monde dispose du même temps que vous, alors vous êtes en compétition sur un pied d'égalité. Mais non, nous ne pourrions pas le faire. Mais non, nous ne pourrions... Voyons. en faire le double. Voilà. Si c'est contrôlé que tout le monde dispose du même temps que vous, alors vous êtes en compétition sur un pied d'égalité. Mais non, nous pourrions en faire le double. Parce que lui, il pense qu'il peut faire jusqu'à 100 jours d'essai. Oh, OK. Mais il n'y a pas les pneus parce qu'il ne peut pas les recevoir. Mais ça veut dire qu'il y a l'argent aussi pour faire 100 jours d'essai. Ben oui. C'est Jaguar / Ford qui est derrière Exact. tout ça. Les tests nécessitent une équipe au sein d'une équipe. Voiture d'essai dédiée, camion d'essai dédié, des mécaniciens qui voient les circuits de course la semaine, jamais le week-end. Ce sera la première année que nous aurons une équipe d'essai composée de 2 voitures, déclare Miller.
L'année dernière, nous avions une équipe d'essais composée d'une seule voiture et nous avons utilisé la T-Car pour de nombreux tests, ce qui a mis beaucoup de pression sur les personnes et les ressources. Cela nous permet de faire 2 fois plus de travail, donc nous augmentons le kilométrage même si nous n'augmentons pas le nombre de jours d'essai. En revanche, depuis 8h30 hier, le nombre total de tours effectués par Jaguar Racing est nul, ce que nous dit le texte. Parfois, les tests se déroulent ainsi. Citation de Johnny Herbert. Ce n'est pas si grave pour être honnête. À propos des essais, l'équivalent pour les pilotes de course du travail qui font du travail de 9 à 5. Et on reprend ici la citation. Mais c'est toujours difficile quand les choses ne vont pas très bien. L'équipe n'est probablement pas compétitive. Vous allez faire un test de 3 ou 4 jours et au fond, vous savez que vous n'allez rien apprendre. Existe-t-il un pilote de Grand Prix plus franc que Herbert? J'ai envie de dire Jackie Stewart qu'on a vu il y a quelques pages précédemment. Oui. Et j'avais envie aussi de dire Fernando Alonso a goûté à sa médecine une quinzaine d'années plus tard. Oui, à son accident en Australie, quand il a dit qu'il devrait peut-être prendre sa retraite et que Fernando Alonso a profondément détesté. Oui, Johnny Herbert est assez franc. Il poursuit. Ensuite, quand tout se passe très bien, vous avez de nouvelles pièces sur la voiture et vous avez la capacité de les trier et d'en faire le meilleur usage possible. Ces jours-là, ça va. Fin de la citation. Parfois, même lorsque tout va bien, vous avez des journées un peu plus fastidieuses et pénibles et qui ne vous font vraiment pas de bien. La plupart du temps, elles sont faites de manière très méthodique. Et je m'excuse, la citation se poursuivait. C'est une petite faute ici sur mon Word. Alors, qu'est-ce qu'un test de système exactement? Herbert décode rapidement le terme. À ce stade, comme c'est tout nouveau, vous voulez juste avoir une idée de la voiture. Vous voulez essayer de faire fonctionner la boîte de vitesse comme vous le souhaitez en essayant de passer les rapports supérieurs et inférieurs aussi rapidement que possible, aussi doucement que possible, afin de pouvoir conduire la voiture au mieux de vos capacités. Ensuite, il s'agit simplement de trouver le bon équilibre. Encore une fois, vous établissez les bases pour le prochain grand test à Barcelone. Il y a un petit effort pour trouver un équilibre et trier les systèmes. Vous pouvez faire les 2 dans la journée. De le ziggoura complexe du battage médiatique de la Formule 1. What? Je suis même pas sûr ce que ça veut dire. Est-ce que on peut me dire ziggoura? Édifice religieux mésopotamien à degrés. Donc, okay. C'est une espèce de tour dans le désert. Là. OK. Même le processus de test joue un rôle dans l'évangélisation de la course. Tu sais, mésopotamien, évangélisation. Ouais. Il y a un groupe d'invités de médias sud-africains et japonais ainsi que des corps variés affichant des passes VIP Jaguar Racing. Les sponsors arrivent aux réunions, vérifient avec désinvolture où ils apparaissent sur les photos et de lancement, éclaboussés dans l'édition du jour du magazine Autosport et hochent la tête en connaissance de cause. Leur message passe. Un peu de frima ici. Là. Le père d'Herbert est occupé à faire des trucs de fan club pour son fils, à faire signer des objets avec un pinceau magique. Le designer de Jaguar Cars, Fergus Pollock, apparaît dans le camping-car. Il a travaillé sur la livrée de Formule 1 de l'équipe, une tâche qu'il décrit avec enthousiasme comme une mission fantastique et sanglante, et veut vérifier comment cela fonctionne au soleil. Pollock sait déjà à quel point la voiture est solide à la télévision car Jaguar l'a testé. 10 nuances de verre ont été appliquées consécutivement sur une monoplace de Formule 3000 alors qu'elle tournait autour de Mallory Park dans le Lincolnshire devant un appareil photo et une caméra vidéo de qualité diffusion juste pour être sûr. Oh. Test des systèmes, essais de peinture, les tests de Formule 1 visent à minimiser les risques en privé. Mais n'importe quel type de test galvaniserait Jaguar Racing en ce moment. J'aimerais juste dire que la Jaguar, très belle voiture. Oui. Magnifique vert, qui rappelle beaucoup la Aston Martin, mais un peu différent quand même. Moins sombre. Oui, je suis d'accord. Écoute, et le vert, pareil. Le vert de la R1, en fait, de la Jaguar générale, passe beaucoup mieux, beaucoup plus scintillant. Ouais. À 12h47, le système de sonorisation crépite et une voix annonce avec un accent distinctif des Midlands. Attention paddock, la voix des stands est verte. Et la piste ferme pour le déjeuner dans 13 minutes. Les moteurs cognent, travaux à faire. Il y a de l'urgence dans l'air et des pâtes bouillonnent sur la plaque de cuisson du camping-car. Irvine conduit Herbert dans la voie des stands. Herbert fait passer la queue de la Jaguar sur une zone glacée parce qu'il le peut. Chaque voiture effectue une seule vérification des systèmes d'installation avant le test des systèmes. Ensuite, il y a une pause d'1 heure. Les commissaires vêtus d'orange qui ont laborieusement enlevé la glace du circuit toute la matinée ont besoin d'une chance de faire le plein et de rétablir un contact significatif avec les extrémités corporelles clés. Herbert se souvient de son test préféré. Mon premier était le meilleur parce que beaucoup de gens l'ont remarqué. Herbert est modeste. C'est en 1987. Herbert était rapide en Formule 3. L'équipe Benetton lui a fait faire un essai dans une voiture de Grand Prix à Brands Hatch.
sur l'un des circuits les plus exigeants d'Europe. Il a tourné plus vite que le pilote régulier Thierry Boutsen. Il était en route. Et sa plus mauvaise expérience de test? Herbert réfléchit. Il se gratte vraiment la tête. Un immense sourire. C'est triste. C'était le dernier test que j'ai fait pour Lotus en Formule 1 en 1994. Nous sommes allés de Monza au Portugal et avons fait un test de 4 jours après le Grand Prix du Portugal. J'étais 4e sur la grille à Monza et nous pensions que nous avions franchi un cap, mais de retour au Portugal, j'étais, je pense, 22e. Un retour à la normale. Après une demi-journée, ils ont déclaré « C'est tout simplement ridicule. La seule chose à essayer est de remettre les ailes de Monza. Ils ont bien fonctionné en Italie, mais il faut généralement beaucoup plus d'appui au Portugal. » Nous sommes allés 2 secondes et demie plus vite qu'en qualification. La voiture était comme une fusée dans la ligne droite, même la vitesse dans les virages. Ça doit être mon pire test. Tout ce que nous avons fait, c'était remettre les vieilles ailes. Il y a du sérieux roulage dans l'après-midi. Irvine et Herbert martèlent les miaulements des moteurs V10 perçant l'air vif de janvier. Regarder des tests, c'est comme visiter le bureau de quelqu'un d'autre. Il est facile de profiter des compétences de base affichées, mais impossible de décoder le contenu. Des écrans d'ordinateur pendent du toit du garage devant les pilotes affichant des données. Au fond des stands se trouve une rangée d'écrans de télévision, divers graphiques et gearbouillis surveillant le système nerveux central de la voiture, seconde par seconde. L'air est encore froid, mais les temps autour sur le circuit de Silverstone sont bons. Les systèmes sont définitivement testés. Il y a même un soupçon de température des pneus. Quand les pneus sortent des couvertures chauffantes, tout va bien, explique Herbert, impassible, en utilisant un composé de pneus durs par temps froid. Et il n'est pas très facile d'atteindre la température au travail. Mais même lorsqu'ils ne sont pas tout à fait à température de fonctionnement, ils ne sont pas trop mauvais. C'est un problème que lorsque la température de la piste est très froide. Heureusement, même si la température ambiante est plus basse aujourd'hui, le peu de soleil aide beaucoup, dit-il. Jaguar Racing s'arrête juste avant 16 heures. Il reste encore 1 heure, mais la température est proche du point de congélation et l'obscurité s'installe. Travail accompli. Les mécaniciens commencent à faire leur bagage et chargent les 2 transporteurs. L'analyse des chiffres a confirmé qu'Herbert était plus rapide que le pilote d'essai Darren Manning. Oh oui! Jaguar a bouclé 17 tours, la voiture Barr en a roulé environ 56. Irvine suivait un programme d'essai différent et a parcouru 12 tours. Herbert n'a donc aucun problème à se mettre au courant, même en plein hiver anglais. Et c'est une citation ici. Vous pourriez partir pendant 1 mois puis revenir et tout va bien, explique-t-il. C'est comme faire du vélo. Une fois que vous avez fait du vélo, vous pouvez immédiatement remonter dessus. Votre cerveau passe automatiquement en mode course et il ralentit tout automatiquement. Au décompte, Jaguar Racing a, en raison de la météo anglaise imprévisible, parcouru 29 tours répartis sur 2 jours et sur 2 voitures. Pendant ce temps, à Barcelone, Olivier Panis de McLaren a réalisé environ 86 tours, mais le mercure s'est stabilisé à 10 degrés en Espagne. Il n'y avait ni glace, ni brouillard, ni patinoire pour animer la voie des stands. Par un temps typiquement froid de Jaguar, Jaguar Racing a trouvé des réponses à certaines questions vitales et a ainsi préparé le terrain pour le retour de l'équipe d'essai en Espagne. 2 jours de travail pas mal, tout compte fait, surtout pour un endroit où le soleil ne brille pas. Wow! Écoute, c'est une belle, je trouve que c'était une belle immersion dans des essais privés, surtout que dans les années 2000, tu pouvais apprendre qu'il y a des Formule 1 qui roulaient au mois de janvier, ce qui est maintenant plus le cas maintenant, vu que on dévoile les voitures en février, ils font des shakedowns et ensuite on attend aux essais officiels de pré-saison pour obtenir plus de données ou même les essais de films. Mais ce que tu nous as lu, Jean-Sébastien, c'est vraiment une méthode différente dans les années 2000 quand même. Oui, c'est une méthode différente, puis c'est plutôt intéressant de voir comment ça fonctionne. Parce qu'on avait une certaine conception au début des années 2000, mais là, on nous explique un peu mieux l'histoire. Oui, on est là pour promouvoir Jaguar, soit, mais on nous donne quand même quelques informations pour bien saisir l'équipe. Donc, c'est intéressant, puis je pense pas que le texte était foncièrement mauvais. Il disait ce qu'il avait à dire, il fait la promotion de ce qu'il avait à dire, mais c'est sûr que puis à ce stade-là, on ne sait pas à quoi va ressembler la saison de Jaguar, mais c'est une saison de misère qui s'en vient. Exact. Et en même temps, c'est la première saison, donc on ne peut pas partir sur les chapeaux de roue, à moins de s'appeler Brown, mais même eux aussi, ils ont eu leurs problèmes. Donc, je crois que c'est plutôt honnête. On n'est pas dans la langue de bois, surtout avec ça Jackie Stewart qui vante
les qualités et surtout les défauts des pilotes titulaires. Puis il y en a même un troisième, mais bon, il est venu juste en remplacement d'un des pilotes. Mais c'est quand même une ouverture que peut-être on aurait... Est-ce que j'ai envie de dire peut-être qu'on n'aurait pas eu de nos jours parce qu'on essaie de cacher des trucs? Bon, on essaie de cacher des trucs, mais maintenant, avec les photographes, on est capable d'aller chercher beaucoup plus de choses, les vidéos aussi. On contrôle beaucoup mieux le discours, il se déroule plus rapidement. Et si l'avantage, c'est l'effet de rareté, donc on peut faire plus de choses. L'accès à la Formule 1, il est plus difficile. Aujourd'hui, il est nettement plus facile, on est constamment là-dessus. À l'époque, ça l'est moins, donc on peut nous vendre, on peut nous faire le rêve un peu plus de ce que c'est une séance d'essai privé ou un lancement de voiture. Aujourd'hui, c'est assez bancal. Exact. Maintenant, et puis même à ça, de nos jours, si une équipe fait des essais privés, tu vas toujours avoir une ou deux personnes qui va prendre des photos, qui va prendre des vidéos et leaker ça sur les internets. Donc, cet effet de rareté, en autant qu'on soyons honnêtes, quand on voit une voiture rouler sur F1 TV pour des essais pré-saison, ben, on est content. Mais tu avais aussi cet effet de rareté où tu devais t'imaginer comment les essais se déroulaient si tu étais, par exemple, sur les forums, parce qu'on est encore au début des années 2000 avec l'informatique qui se développe, ben, aller dans les forums pour voir qu'est-ce qui se passe, en apprendre un peu plus, surtout grâce à un magazine comme Jaguar. Oui, c'est ça. Puis là, on est vraiment au cœur d'une équipe de Formule 1, donc on arrive à les suivre. Donc, c'est quand même un accès assez privilégié, ce que le journaliste régulier de soit Autosport ou tout autre magazine n'aurait pas nécessairement. Donc, c'est un angle différent, oui, c'est pas un vrai portrait, c'est pas un reportage, on rapporte les faits tels quels, façon journalisme traditionnel. Il y a une volonté de faire la promotion, donc on tire que les éléments positifs. Tu sais, on nous dit rouler 18 tours. Franchement, pas beaucoup. Barre en a roulé 3 fois plus. Ouais. Donc, déjà là, on nous dit, oui, les systèmes checks sont bons, mais est-ce que la voiture est si bonne que ça? Juste cette information-là, on peut en douter. La voiture est 2 secondes et demie plus vite. Peut-être que Barre roule full high fuel aussi. T'sais. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on ne prend pas en considération, qu'on aurait sans doute expliqué dans Autosport ou qu'on aurait dosé en disant 18 contre 58, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, on fait abstraction de on considère que c'est correct. Alors que c'est pas le cas. Exactement. Donc, et j'ai surtout hâte de voir les prochains numéros de Jaguar Racing, surtout celui que tu me caches et que je n'ai certainement pas vu. T'en fais pas, je sais même pas c'est qui. Mais ça va être dans les prochains épisodes hors série du Bulletin GP sur le magazine Jaguar Racing. Mais vraiment, le premier, je suis assez impressionné. Je suis surtout... la description d'un essai privé à Silverstone, c'est mon préféré. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. Hors série sur le magazine Jaguar. On se retrouve pour une prochaine fois pour la deuxième partie. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Et prenez soin de vous. À la prochaine!